tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a fait la une de l'actualité et qui continue un peu à le faire, qui est le blackface dont a été accusé le slip français, à savoir cette vidéo. Cette vidéo, vous n'avez pas pu passer à côté et je dirais que dans celle que je vais vous présenter aujourd'hui, l'objectif c'est pas de faire uniquement de parler du blackface, mais c'est finalement surtout de parler de l'impact des réseaux sociaux, de la manière dont le droit peut s'inscrire finalement dans une politique d'organisation et puis est-ce que c'est pas finalement la fin d'une politique qui tourne exclusivement de la communication autour de cette valeur? On va rentrer donc dans le vif du sujet, d'abord en présentant un peu le slip français. Le slip français, il a été créé, c'est une entreprise créée en 2011, c'est une vraie success story à la française. Donc cette entreprise a été créée par Guillaume Gibaud en 2011 et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. C'est surtout une success story par les valeurs qu'elle prône, à savoir le Made in France sur un secteur textile qui n'est pas un secteur simple et donc c'est un pari qui est plutôt gagné et qui n'était pas simple de la part de ces jeunes entrepreneurs qui est d'ailleurs médiatiquement connu de tous au regard de ses valeurs et de sa manière de communiquer notamment en public. Alors pour revenir un peu au blackface dont est accusée cette entreprise, alors c'est la vidéo, vous l'avez vue, vous allez la retrouver, je vous mettrai le lien si vous voulez d'Instagram, mais je dirais ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu d'où vient finalement le blackface. Le blackface, c'est la manière dont des blancs, parce que c'est surtout des blancs, se griment, se maquillent d'une couleur foncée, généralement noire. C'est pas du tout un sujet qui est nouveau, hein. C'est un sujet c'est une thématique qui remonte au XIVe siècle et c'était surtout lié à durant la période un peu de l'esclavagisme de la traite négrière et c'était une manière pour les blancs de se moquer ou de tourner en caricature la communauté noire. Ce grimage a perduré jusqu'encore à la fin du XVIIIe, du XIXe siècle et notamment dans les théâtres. Je vous ai mis ici une petite caricature que vous voyez de manière évidente dont l'objectif a demeuré dans la moquerie de cette communauté. Naturellement, la communauté américaine en noir, en ayant de nouveaux droits, a mis un terme à ce qu'elle considérait, à raison d'ailleurs, comme des actes racistes à son égard. Et donc finalement, tout ce qui est amené à se rapprocher de près ou de loin à ce sujet-là, tout de suite crispe les tensions. Et d'ailleurs, on voit que le slip français n'a pas été le seul à être accusé de blackface, puisque des stars internationales comme Kim Kardashian ou plus récemment comme le footballeur Griezmann ont été accusés aussi de blackface, ou en tout cas d'appropriation culturelle, car c'est une autre des pendants généralement du blackface. Pour les Occidentaux, mais surtout pour les Européens, c'est un peu plus compliqué à comprendre. C'est un phénomène qui est récent, alors qu'aux États-Unis, le blackface existe depuis déjà plusieurs décennies et c'est vraiment lié à leur culture, alors que pour nous, on a encore un peu plus de difficultés à comprendre ce que ça veut dire et ce que ça engendre. Toujours est-il que quand on se rapproche à l'histoire, il y a vraiment un souci, une volonté de se moquer délibérément de cette communauté. C'est la raison pour laquelle tout ce qui vient de près ou de loin dans ce sujet-ci crispe naturellement les tensions. Alors, pourquoi ça a fait la une des médias? Indépendamment du fait que cette vidéo a une connotation raciste, c'est surtout que l'on reproche au slip français d'avoir des collaborateurs de son entreprise qui véhiculent des clichés racistes. Or, l'entreprise, celle-ci singulièrement, mais c'est loin d'être la seule, communique abondamment sur les valeurs en expliquant clairement que ce n'est pas uniquement un vecteur économique, mais qu'elle est aussi porteuse de valeurs et de sens. Et c'est là finalement qu'on tombe un peu à bras raccourcis sur le site français en ressortant des images, notamment celle-ci aussi, où on dit ok, en fait c'est un peu dire white people et où sont les personnes issues de la diversité, où sont les personnes seniors. En fait, vous êtes une entreprise finalement qui véhicule des clichés racistes ou en tout cas qui n'abonde pas suffisamment dans la diversité. Et je dirais que cette photo-là, prise isolément, avait déjà un peu déchaîné quelques tensions. Mais dans le contexte du blackface, certains disent bah voilà, ça fait tout son sens. En fait, il n'y a pas de personnes issues de la diversité, mais parce que dans l'équipe elle-même, il n'y a pas de personnes issues de la diversité. Et donc finalement, c'est assez cohérent. Est-ce que c'est la seule fois que l'on rentre dans un débat comme celui-ci sur les médias sociaux? Non, je vous ai mis un ou deux exemples qui est également ici, où vous voyez sur ces images d'un côté des comités de direction ou des comités politiques composés exclusivement d'hommes. Là aussi, il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça n'aurait pas été sujet à polémique. Désormais, c'est sujet à polémique. Ou inversement, des startups qui ne représentent finalement qu'une petite minorité très urbaine et généralement très blanche.
Là aussi, ce qui pouvait passer comme étant acceptable il y a encore 15 ans ou 20 ans passe désormais pour étant inacceptable. Alors, qu'est-ce qui bloque en fait? C'est que les personnes veulent naturellement ne plus être résumées ou en tout cas être caricaturées sur une couleur de peau ou sur un âge ou sur une préférence sexuelle. Et on pourrait dire que l'entreprise communique désormais abondamment sur la diversité. On peut y mettre d'ailleurs la thématique de la RSE, de l'inclusion. Et on pourrait dire, finalement, l'entreprise ne s'est jamais autant manifestée sur ces sujets-ci. Et on a l'impression que plus elle communique, plus c'est dysfonctionne. Ben, je dirais que c'est peut-être ça en fait le fond du sujet, c'est que l'entreprise a beaucoup communiqué. Vous avez vu abondamment soit des posters au sein de votre entreprise, ou des personnes en charge de la communication interne, ou des observatoires, ou des chartes, ou des accords sur la diversité. Et je dirais que durant la décennie finalement précédente, 2010 à 2019, cette communication poussive a suffi pour véhiculer des valeurs. Et désormais, vous avez toute une communauté qui attendait beaucoup finalement de cette communication, dit ok très bien, mais maintenant on veut des actes. Et tout ce qui ne va pas être traduit par des actes, on aura l'occasion de les dénoncer par le biais des réseaux sociaux. Et je dirais que c'est probablement le tournant de la prochaine décennie. Les entreprises qui communiquent sur des valeurs fortes vont devoir être davantage raccords. Et celles qui communiquent typiquement sur la volonté d'avoir plus de femmes dans les fonctions de direction ne vont pas uniquement pouvoir se reposer sur une communication, mais vont bien devoir avoir que cela se traduise plutôt par les chiffres et par des actes forts en la matière. Alors, sur la communication, on a pu voir qu'effectivement les choses allaient beaucoup changer. Et le droit dans tout ça. Certains ont commencé à dénoncer le fait que l'entreprise ne pouvait pas s'immiscer impunément dans la vie privée de ses collaborateurs. Or, les vidéos qui ont été tournées et qui sont objet de la plainte ont bien été tournées durant la vie privée, les faits personnels de collaborateurs, certes du slip français, mais enfin en dehors de leur temps de travail. Et je dirais que c'est un point d'ordre de crispation qui est extrêmement important, jusqu'où l'entreprise peut et doit aller dans la manière d'appréhender ce genre d'incident qui nuit clairement à son image de marque. Alors, citons l'article 1121-1, que je vais lire, parce que je ne m'en souviens pas par cœur, qui dispose que nul ne peut apporter atteinte aux droits et libertés du salarié, à moins que cette atteinte soit justifiée par rapport à la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. À la lecture de nombreux commentaires d'avocats sur cette situation, beaucoup s'accordent à dire que juridiquement, ça ne tient pas vraiment la route. Et que le slip français a réagi très rapidement en prenant notamment une mise à pied à titre conservatoire, de manière à ce qu'elle puisse diligenter la procédure, mais que foncièrement, devant un prud'homme, on considérera que ce sont des faits qui sont issus de la vie privée. Et certains prennent comme exemple sur la toile en disant oui, mais comment c'est pour l'affaire de John Galliano, c'était les conseils des prud'hommes à considérer que ça avait bien porté atteinte à l'image de l'entreprise. Il y a une différence majeure. John Galliano est une personne extrêmement médiatique et très raccrochée à l'image de la maison Dior. Concernant ces collaborateurs-là, si personne n'avait mentionné le fait qu'elles travaillaient dans un slip français, probablement qu'elles auraient été accusées de racisme, mais en tout cas, personne n'aurait fait le lien avec cette entreprise-là. Donc la situation est quand même pas tout à fait similaire. Quoi qu'il en soit, certains commencent à dire, mais finalement, si on commence à prendre des faits issus de la vie personnelle de collaborateurs pour les sanctionner, jusqu'où va aller cette limite? Certaines avocates d'ailleurs disaient que il est tout à fait demain envisageable, dans ce cas, que des salariés qui décideraient d'aller dans la rue parce qu'ils sont gilets jaunes et que l'entreprise considère que pour sa clientèle, à elle, cela porte un préjudice, dans ces cas-là, on en tire la conséquence et on met à pied, à titre conservatoire, le salarié dans l'objectif à terme de le licencier pour faute grave. On voit donc qu'en la matière, le droit est quand même assez clair dans la mesure où il a tendance à ne pas vouloir répercuter les phénomènes privés dans le domaine du travail, et je dirais que c'est plutôt pas si mal. Sauf que on est dans un monde avec les réseaux sociaux, et je dirais que certains commencent à dire que finalement le tribunal Twitter et le tribunal des médias sociaux commencent à prendre la place des juridictions nationales. Ce qui n'est pas complètement faux, puisqu'on voit que finalement ces salariés-là ont été quand même tout de suite et immédiatement au regard du buzz et du bad buzz que cela engendrait. Et je dirais que dans l'entreprise, finalement, la décision qui est prise, elle est un peu une analyse de risque, comme chaque membre d'une direction le fait, à savoir le risque lié à l'image si je conserve ces collaborateurs-là avec ce que ça peut engendrer, versus l'image si je les licencie et en termes d'impact. On a plusieurs situations possibles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a le cas de Twitter qui avait été accusé il n'y a pas si longtemps que ça d'avoir aussi une pratique discriminante. C'était à New York,
et Twitter. Et Starbucks avait pris le parti de faire fermer tous ces Starbucks aux États-Unis de manière à former l'ensemble des équipes sur les pratiques à caractère discriminatoire. En résumé, ce qui est plutôt intéressant dans cette affaire, c'est que d'une affaire, on tire, elle est très représentative de la situation à date, elle touche à beaucoup de phénomènes. Elle touche à la diversité au sein des organisations, elle touche à la manière dont le racisme et d'une manière générale, dont la diversité et les personnes qui s'estiment victimes d'une situation de discrimination par la couleur, par âge, par préférence sexuelle, par le handicap, ne veulent plus désormais se taire. Elle met aussi un vent sur l'impact des réseaux sociaux. Elle met aussi un focus sur la manière dont les entreprises vont devoir communiquer et plus uniquement par une communication top-down. Bref, cette affaire a été intéressante. En tout cas, je souhaite le meilleur pour cette entreprise et naturellement, nul doute que son fondateur saura prendre les meilleures décisions pour la suite. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et n'hésitez pas à commenter ou à partager et me faire part de vos retours d'expérience. À très bientôt. Ciao.